Bonjour, soyez tous et toutes les bienvenus à notre 17e édition des ateliers RB sur le thème aujourd'hui du développement international des entreprises et quelles sont les clés d'un déploiement réussi à l'étranger. Habituellement, les ateliers sont présentés par Rosie Bordet, qui est la fondatrice de l'agence RB, et elle a eu un empêchement ce matin. Donc, je suis Victorine Gérald, la directrice de l'agence. Les ateliers RB sont des ateliers débats pratiques avec l'éclairage d'experts pour comprendre l'actualité des entreprises. Ces ateliers sont animés et sera animé cette fois-ci aussi par Emmanuel Lafont, qui est président fondateur de Spartirage Group, et nous aurons le plaisir d'accueillir comme intervenant Stéphanie Le DVA, qui est déléguée générale de Stratexio, Maria Rosa Dessan, cofondatrice de la Chambre économique du Mexique en France, Luc-Éric Krief, cofondateur New World Win, Sabrina Guillet, qui est avocate au barreau du Val d'Oise, et Iron Gerberon, conseiller économique à l'ambassade de la République de Maurice en France. Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec les affiches parisiennes, la mairie du 17e et Spartirage. Nous sommes en live, donc n'hésitez pas à interagir et à poser vos questions. Je laisse la parole maintenant à Emmanuel Lafont et vous souhaite un bon débat. Merci Victorine, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à nos invités. Alors nous allons parler, donc vous avez compris, d'international. Alors rassurez-vous, je ne parlerai pas du chant révolutionnaire dont les paroles furent écrites par Eugène Potty en 1871, mais d'un sujet beaucoup plus sérieux. C'est d'un petit, très léger déficit que l'on a en France, c'est 65,2 milliards d'euros. On connaissait le trou de la Sécu, mais on oublie aussi le déficit abyssal dont on est capable aussi sur l'international. Il faut savoir que la position de la France, en plus, décroît tous les ans, puisque cette année, nous représentons 2,8% du commerce mondial. L'an dernier, c'était 3,1%. Et si vous me dites c'est le Covid, peut-être, sauf que l'Allemagne a aujourd'hui retrouvé ses niveaux de avant Covid, au niveau de ses exports, pas la France, mais alors pas du tout. Et je vous promets, on ne parlera pas de sous-marins australiens aujourd'hui, même si c'est un bel exemple de notre capacité à tout rater quand on parle international. Et pourtant, l'international est un vrai sujet, puisque dans le cadre du plan France 2030 de notre président Emmanuel Macron, l'international et surtout l'export a été mis en avant avec des dispositifs que l'on abordera peut-être un petit peu plus tard dans ce débat pour pouvoir justement essayer de booster l'export et surtout la balance commerciale de la France qui aujourd'hui n'est pas au plus haut et qui en plus est creusée notamment par la problématique de l'accès à l'énergie, puisque les matières premières et l'énergie s'envolent en termes de tarifs, donc ça creuse encore plus notre déficit. Bon, sur ce maintenant, nous, on est des entrepreneurs français, on a l'habitude de faire face à tout et n'importe quoi. Et c'est bien pour ça que maintenant, on va prendre les choses en main et on va faire de l'export. Et la première question que j'ai envie de poser à mes invités, c'est le tout, c'est pas de le vouloir, c'est de savoir comment s'y prendre. Et donc, comment se développer à l'international quand on est une société française? Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir en premier? Peut-être moi, là. Ouais, vas-y, Benjamin. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, Benjamin Malo. Alors, je vais remercier d'abord notre Geoffroy Boulard, l'équipe municipale, eh bien cette organisation pour ce nouvel atelier. On vous attend en retour physique ou digital, comme on disait tout à l'heure avant de passer à l'antenne, et vous retrouver à la rentrée, j'espère, avec un format plus physique, mais tout en étant disponible aussi en ligne. Alors, moi, je vais dire un petit peu, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai aussi, les élus ont aussi une casquette professionnelle. Donc, moi, je travaille dans le groupe Stellantis, qui est issu de la fusion entre PSA, Peugeot Citroën et Fiat Chrysler. C'est un sujet important avec deux points sur lesquels je voudrais intervenir. Parfois, quand on parle de s'exporter, de se développer à l'international, qui à mon sens est un des leviers pour les entreprises, bien évidemment, aussi dans un contexte où il y a le marché intérieur. C'est toujours le premier élément à évaluer, c'est quelle est la nature du marché, quelle est ma production, est-ce que c'est une production de niche, est-ce qu'elle est facilement exportable et dans quelles conditions? C'est bien le sujet.
Sur l'expérience d'entreprise dans laquelle je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années, j'ai en tête deux expériences. C'est les États-Unis et la Chine. Alors la Chine, il y a toute une partie réglementaire, comme vous le savez, on ne peut pas monter des structures sans être en partenariat avec un acteur local. Et force est de constater que sur le marché chinois, comme sur le marché américain, vous arrivez, vous respectez, comme je disais, le volet réglementaire, et on se rend compte après coup, après plusieurs années, que les résultats ne sont pas là. Les résultats ne sont pas bons. Arriver sans notoriété, en pensant qu'on a aussi, et c'est un travail à faire avec l'entreprise, on a aussi un rayonnement à l'international, parce qu'on estime qu'on est aussi connu, mais il y a tout ce travail à faire, néanmoins de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le digital de référencement, mais c'est aussi, ça passe aussi par l'image. Savoir se positionner et se dire comment est perçu mon produit, est-ce qu'il a un rayonnement avant d'arriver sur un marché. Sur ces expériences qu'on a faites, elles sont arrivées pas bonnes. Il s'est avéré que les chiffres sont, alors au-delà du fait que les marchés de l'automobile sont un peu en déclin pour X raisons aujourd'hui, et on a pris une autre stratégie, et notamment sur le marché américain, avec la fusion Fiat Chrysler. C'est l'occasion aussi pour l'entreprise, eh bien en fait, de se développer, mais quelque part un peu artificiellement, parce que vous prenez des marques qui sont déjà présentes sur ces marchés. Donc là, il va falloir attendre, avoir un peu de recul pour se dire quelle est la bonne stratégie. Est-ce qu'il faut y aller tout en respectant, comme je disais, le volet réglementaire, mais en s'installant et en exportant ce qu'on fait avec sa marque sur le territoire, ou est-ce qu'il faut, entre guillemets, racheter ou s'allier avec des marques ou des acteurs puissants sur les marchés pour être présent sur les marchés, en sachant que ce n'est pas un vrai déploiement, j'ai envie de dire, sur le plan opérationnel, c'est plus une présence indirecte par une fusion, une acquisition ou autre. Donc voilà, pour moi, il y a ces deux volets-là qui sont importants, mais je pense que la priorité, quand on réfléchit à s'exporter à l'international, c'est quand même d'évaluer son marché intérieur. Nous, on parle beaucoup du marché franco-français. Est-ce qu'il est suffisant pour ce qu'on fait par rapport à nos produits? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il faut travailler sur le marché intérieur européen avec toutes les règles, avec tout ce qu'on connaît aussi sur le libre-échange qui se passe sur le marché européen? Et ensuite se dire, comment est perçue ma marque? Est-ce qu'elle est connue? Et c'est tout un travail, j'ai envie de dire, de marketing, de communication à faire. Donc, moi, je dirais pour un peu conclure les points sur lesquels je voulais axer, c'est d'abord, évaluer sa marque, évaluer son marché, évaluer le potentiel de se développer à l'international. Et quand on le fait, quels sont les pays porteurs en termes de potentiel, j'ai envie de dire, de business, entre guillemets, ou est-ce que ce sont des marchés qui sont en lien aussi avec les produits qu'on vend et la population et la dimension du marché intérieur de ces pays qu'on souhaite cibler. Voilà ce que je voulais dire Donc en préambule. déjà de l'information, c'est ça, j'ai bien compris. C'est déjà avant d'y aller, tu benchmarks, tu vérifies non seulement le côté réglementaire, mais aussi le côté potentiel de business. C'est ça. Luc, comment tu t'y es pris, toi, qui, à la tête de tes arbres à vent, Ouais. essaye d'exporter à l'international? Ok, ben effectivement, contrairement à Benjamin, moi je travaille pas chez Stellantis, on a une petite PME qui s'appelle New Whirlwind. Effectivement, les problématiques sont totalement différentes. Donc, je vais pas rentrer dans le détail du marché automobile et du protectionnisme qu'il peut y avoir dans certains pays. En fait, nous, pour s'y prendre, on a fait deux choses. La première, c'est d'adapter un produit au marché. Il est évident que le produit que l'on a, c'est plutôt quelque chose qui est haut de gamme. Donc, on a essayé de réfléchir à un produit qui corresponde à un besoin et une acceptabilité du marché. Ça veut dire que, par exemple, en Inde, en Chine, on ne vend pas les mêmes produits que nous vendons en Europe, aux États-Unis. Donc, on a adapté le produit au marché en fonction des moyens locaux et du benchmarking que l'on peut faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que pour bien vendre, il faut bien se comprendre. Et pour bien se comprendre, il faut qu'on parle le même langage. C'est pas parce qu'on parle anglais que l'interlocuteur qu'on a en face qui parle anglais me comprend quand je parle et que moi je le comprends bien quand il parle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé des partenariats avec des entreprises locales qui nous représentent, avec qui on a des relations régulières, au moins une fois par mois, par des visios, et on essaie de se comprendre pour savoir quelles sont les attentes du marché local, quelles sont leurs attentes à eux en termes de support
marketing, en termes de support de vente, en termes de support technique. Et ça permet d'avoir une porte d'entrée qui comprend bien son marché parce qu'il y vit. Et ça, je crois que c'est important, c'est de trouver le bon interlocuteur qui vit sur le marché local, qui connaît les us et coutumes du marché local, qui connaît la manière dont on va vendre le produit, la manière dont on pouvoir l'installer et également le développer. Et ça me paraît essentiel. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est adapter le produit, 2, trouver les bons interlocuteurs pour nous représenter. Donc, si on va sur la page de New World Wind, vous allez voir, il y a un peu plus de 50 représentations dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde ou en Chine. Nous avons des interlocuteurs avec lesquels nous travaillons et qui sont notre véritable porte d'entrée. Je pense que c'est le gage de réussite parce qu'eux sont capables de bien se comprendre quand ils voient un client. Et nous, ça nous évite d'avoir à se disperser parce que quand on va avoir une audience mondiale, on ne peut pas être partout. On est en France, on peut être à la fois aux États-Unis et en Chine en même temps. Donc, il faut que l'on ait des relais qui sont à la fois des relais de croissance, mais également des relais de développement. Avant qu'on parle justement à ceux qui représentent des pays étrangers avec tout ce qu'ils peuvent nous apporter, j'ai envie de demander à Stratexio son approche à elle. Dis-moi. Oui, merci, bonjour à tous. En fait, ça a été assez résumé par les deux interlocuteurs précédents. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de la même manière, quand on veut réussir son marathon, il faut bien se préparer. C'est la clé vraiment de la réussite. Et pour aller sur les marchés à l'étranger, c'est la même chose. Il faut vraiment prendre le temps de se préparer, prendre le temps de préparer son organisation aussi pour qu'elle soit prête à faire face à tous ces changements, aussi bien dans l'adaptation du produit, lui qu'on a parlé, que dans l'identification du bon partenaire local. Se préparer à l'interculturel, c'est vraiment fondamental, et apprendre en fait tous les leviers qui vont permettre de limiter les risques, parce que le gros sujet en fait quand on veut se développer à l'international, c'est vraiment de limiter les risques des opérations qu'on va mener, et donc de se former, de monter en compétences sur les différents sujets, les différentes techniques du commerce international, que ce soit les opérations, sécuriser les opérations financières, que ce soit identifier le bon partenaire, se faire connaître des pays et donc diffuser son information, sa communication dans les réseaux locaux, identifier les bons distributeurs, établir un contrat avec un partenaire. Bref, enfin, tout ça, c'est des opérations qui sont complexes, qui sont déjà complexes sur le territoire national ou sur son marché local, et qui le sont encore plus quand on part sur un territoire étranger qu'on ne maîtrise pas. Et donc, je pense que la clé du succès, c'est vraiment la préparation et le travail qui est fait en amont en fait, du projet avant de se développer. D'accord, merci beaucoup. Sabrina, sur le plan juridique, comment on fait pour pas se prendre les pieds dans le tapis, c'est-à-dire avant même d'avoir posé un pied à l'extérieur, se retrouver avec déjà des problèmes à l'intérieur ou surtout sécuriser l'impact, parce qu'on est un petit pays. Enfin bref, je te laisse parler. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, sur le plan purement réglementaire et juridique, qui est celui qui m'intéresse bien évidemment, on en revient à la même idée de préparation et d'audit. C'est-à-dire vraiment analyser la réglementation, la législation applicable dans le pays cible, voir comment elle peut s'imbriquer avec notre réglementation française, quel type de contrat on peut conclure, la fiscalité aussi, ça c'est souvent les choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais il y a des taux de TVA qui vont être différents et qui vont avoir un impact en fonction de notre fiscalité française. Également, tout ce qui est la réglementation relative au délai de paiement, au mode de paiement, alors ça peut avoir un impact financier assez important pour une société. Vous n'allez pas me contredire ceux qui sont dans la pratique. Voilà, tout ce genre de choses qu'il faut vraiment préparer. Quand on cible un consommateur français, c'est pas pareil que de cibler un consommateur dans un autre pays. Quelle est la réglementation applicable à ce consommateur si on vise bien évidemment un particulier pour vendre son produit ou sa prestation de service. Et ensuite, le deuxième point qu'il ne faut absolument pas négliger d'un point de vue réglementaire et juridique, c'est le canal d'exportation. Ça veut dire, est-ce qu'on va faire de la vente en direct avec du e-commerce qui est actuellement en train de se développer? Est-ce qu'on va partir sur un bureau de représentation, une succursale, une filiale, un mandataire sur place? En fait, en fonction des pays, il va y avoir des réglementations différentes. Certains pays vont imposer un mode de diffusion de son produit
Et en fonction de ce qui est imposé, il va y avoir des contraintes et des lourdeurs financières et juridiques qui vont être différentes. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser et vraiment étudier en profondeur avant d'envisager de partir sur un pays cible et de mettre en place justement un canal de diffusion de son produit ou de sa prestation de service. Merci beaucoup. Mais alors, j'ai envie du coup de me tourner vers les représentants des pays étrangers, alors, le Mexique, mais également la République de Maurice. Maria Rosa, donc, vous êtes présidente de la Chambre économique du Mexique en France. Le Mexique, par rapport à tout ça, lorsqu'une entreprise française veut exporter, comment ça se passe? Maria? On a perdu Maria. Je vais donc rebondir sur Haroun. Tu peux, comment ça se passe quand on veut nous partir maintenant à Maurice, pour exporter à Maurice ou pour se servir de Maurice pour son développement économique? Parce que Maurice, ce n'est pas que un marché, c'est aussi beaucoup de compétences. Je te laisse parler, Haroun. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va? Oui. Merci bien déjà de m'avoir invité dans ce panel. On peut se poser la question, Maurice, un tout petit pays, donc qu'est-ce qu'on vient faire dedans? En fait, Maurice est un excellent cas à étudier justement en matière de développement international. Parce que jusqu'à présent, les différents intervenants ont parlé de conquête de nouveaux marchés. Donc, on parle principalement des grands pays. On parle de la Chine, on parle des États-Unis, etc. Oui, tout à fait. Ça, c'est une des premières choses qui vient à l'esprit de beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs. Mais en fait, l'international est beaucoup plus que ça. Et avant donc d'expliquer ce propos, je vais rappeler par exemple la relation entre la France et Maurice. Déjà, Maurice, on est à 10 000 km de la France, mais la France est le premier partenaire économique de Maurice. Et quand on parle de Maurice, c'est vrai que tout de suite, on a l'image des plages, des beaux hôtels, des golfs, du soleil, etc. Et tout ça, c'est bien vrai, et ça fait partie justement des atouts de Maurice, mais en fait, Maurice est bien plus que ça. Maurice, c'est une économie aujourd'hui qui est très diversifiée. On y retrouve de l'agro-industrie depuis près de 3 siècles. On y retrouve de l'industrie manufacturière avec le textile, avec la mécanique, l'électronique de précision, avec aujourd'hui les biotech. On retrouve de l'immobilier, on retrouve de la logistique, on retrouve aujourd'hui le secteur du numérique qui se développe énormément, le secteur de l'éducation, de la santé, des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, c'est une économie avec des opportunités très, très larges. Et ce qui est intéressant, quand on parle de la France avec Maurice, on trouve aujourd'hui plus de 250 à 300 entreprises françaises qui sont présentes à Maurice. Et quand on parle des entreprises françaises, ça part des grosses entreprises du CAC 40 et ça part jusqu'aux toutes petites PME et qui irriguent tous les secteurs de l'économie. Et c'est ça c'est quelque chose qui est important. Donc, la question à se poser, pourquoi ces entreprises françaises ont choisi Maurice? Alors, une raison qui est importante, c'est vrai, je crois qu'on n'en a pas peut-être parlé avant, mais que je trouve absolument essentielle, surtout pour les entrepreneurs français, c'est la notion d'interculturalité. C'est la notion de la barrière de la langue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est probablement la langue qui est la plus parlée dans le monde des affaires, mais à Maurice, on se retrouve dans un contexte qui est parfaitement bilingue, parce qu'il faut savoir que Maurice, c'était une ancienne colonie britannique, une ancienne colonie française, et Maurice, donc, a préservé l'ensemble de tous ces aspects culturels. Donc, du coup, ça facilite énormément l'engagement entre l'entrepreneur et le pays en question. Donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et donc, comprendre ces codes culturels sur le marché où on se développe, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et souvent, c'est quelque chose qu'on oublie
On fait des études surtout techniques, les canaux de distribution, comment nos produits vont être acceptés, etc. Mais souvent, on néglige cet aspect de relation, parce que finalement, le business, c'est quoi? Le business, c'est une question de personnes, c'est une question d'êtres humains qui se connectent, ça peut être en France ou ça peut être ailleurs dans d'autres pays. Donc, la manière de se connecter, la manière d'échanger, la manière de développer des relations, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, Maurice offre un cadre quand même qui est intéressant par rapport à ça. Alors certes, le marché de Maurice en lui-même, il est petit, mais il y a un autre aspect que je disais un peu plus tôt, donc qui est essentiel dans le développement international, c'est des fois, il ne faut pas regarder le chemin direct. Par exemple, si vous voulez aller en Chine, ce n'est pas forcément nécessaire de regarder directement la Chine pour aller en Chine. Si vous voulez aller en Inde, par exemple, ce n'est pas forcément nécessaire de regarder l'Inde directement. Vous pouvez aussi trouver des routes alternatives qui vous rendent plus compétitif, parce que fondamentalement, vous cherchez à pénétrer un marché, vous cherchez aussi à être compétitif, que votre produit soit accepté, que votre produit soit accessible. Donc, il y a un certain nombre de facteurs que vous allez regarder. Et aujourd'hui, Maurice est aussi cette plateforme que beaucoup d'entreprises utilisent pour pénétrer des différents marchés. Je vous prends un exemple, par exemple Accenture, qui est quand même une des plus grosses entreprises françaises. Accenture, aujourd'hui, a une plateforme avec plus de 3000 développeurs à Maurice. Alors, on peut dire c'est surtout une question de coût. Oui, certes, Maurice a un climat des affaires qui est très favorable, qui est très attractif, avec un coût intéressant. Mais il n'y a pas que le coût qui est important. Il y a vraiment le savoir-faire, il y a aussi l'opportunité de permettre à cette entreprise d'être plus compétitive dans ce qu'elle fait sur ces différents marchés. Et à partir de Maurice, Accenture, par exemple, a pu pénétrer d'autres marchés qui n'auraient pas pu éventuellement faire directement de la France. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, dans, on va dire, cet élément d'être comme un pont ou une passerelle, c'est ce que Maurice est comme une plateforme donc internationale d'affaires, c'est aussi regarder l'ensemble des accords préférentiels ou commerciaux, bilatéraux, multilatéraux qu'un pays peut avoir avec un autre ou plusieurs autres pays. Et quels avantages que ces accords proposent. Alors là, pareil, je vais donner juste 3 exemples. Maurice est un pays qui est au carrefour de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de par son histoire. Et donc, Maurice a développé beaucoup d'accords, donc bilatéraux et multilatéraux. Maurice fait partie de l'Afrique. Donc, pour une entreprise française qui souhaite éventuellement pénétrer certains marchés, c'est peut-être plus facile de passer par un autre pays africain. Bon, l'Afrique, c'est vrai, c'est le continent de toutes les opportunités aujourd'hui, mais il y a aussi quand même beaucoup de risques et Maurice permet de minimiser ces risques. Donc, la notion de risque à l'international, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, c'est clair, et Maurice permet d'offrir cette route. Un autre exemple, Maurice, depuis le début de cette année, a signé un accord de libre-échange avec la Chine, par exemple. Il faut savoir que Maurice est le premier pays africain avec qui la Chine a signé un accord de libre-échange. Donc, du coup, vous avez plus de 1000 produits qui sont concernés dans cet accord de libre-échange. Donc là, ça peut être intéressant de regarder, est-ce que Maurice ne pourrait pas être une passerelle ou un pont? L'Inde, c'est pareil. Maurice a un accord qui est rentré en vigueur en avril de cette année. Pareil, un accord de libre-échange avec plus de 2000 à 3000 produits qui sont concernés, à la fois les services et les biens. Donc, comme quoi, vous pouvez, quand vous développez à l'international, il y a différentes stratégies ou il y a plusieurs stratégies communes. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas que le développement de marché donc à l'export. Il y a la compétitivité, il y a l'attractivité, il y a la notion de pont, de passerelle, de plateforme. Donc, il y a vraiment il y a l'interculturalité, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, à travers tout ça, je pense que l'international, pour nous, on vit l'international depuis que Maurice existe. L'international est quelque chose d'aujourd'hui incontournable. On a tendance à parler aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de souveraineté économique, on va dire, de se recentraliser sur soi-même. Je pense que c'est une stratégie qui est plutôt court terme.
Si on veut vraiment se développer et que ce soit un développement pérenne, aujourd'hui, on ne peut pas mettre l'international de côté. C'est absolument stratégique. Et Maurice peut être une opportunité dans ce sens-là. D'accord. Merci, Haroun. Marosa, Lesanne, alors, si on veut, nous, travailler avec le Mexique, c'est-à-dire qu'on a bien compris le continent africain, et puis ça peut être une belle passerelle, un beau porte-avions pour l'Inde et la Chine, mais si on veut s'adresser au continent américain, comment on fait pour travailler avec le Mexique? Oui, maintenant, ça s'entend un peu mieux. Pardon pour tout à l'heure pour l'inconvénient. Et bon, c'est quoi le Mexique à l'international? La France, elle est déjà, beaucoup de gens ne le savent pas, elle est très représentée au Mexique. Il y a 550 entreprises mexicaines en France et 550 entreprises françaises au Mexique. Ce n'est pas pour rien. Il y a, dans les 550 entreprises françaises, ils génèrent 150 000 emplois directs. C'est un bon levier autant pour le Mexique que pour la France. Dans les entreprises, il y a 35 entreprises de CAC 40 qui sont représentées aussi. Et pourquoi, ça rime à quoi? Pourquoi il y a cette représentation aussi importante? C'est tout simplement, on est à côté d'un des meilleurs marchés du monde, c'est les États-Unis et le Canada. Et il y a aussi le Mexique, il y a énormément d'accords avec tout le monde, avec l'Amérique latine, avec l'Alliance del Pacífico et avec l'Union européenne. Déjà, la France, c'est le deuxième, la France est le deuxième partenaire du Mexique dans l'Union européenne. Donc, Le premier, c'est l'Allemagne? Pardon? Le premier, c'est l'Allemagne? Le premier, oui. C'est toujours les mêmes. Mais c'est vrai que, mais par contre, il faut voir que tout était déjà dit. Il faut connaître bien le pays pour pouvoir s'implanter et pour pouvoir vendre. Il faut savoir que certains produits, c'est très important, les autres sont moins importants. Donc, il faut savoir l'importance que peut avoir le produit dans les marchés intérieurs et les possibilités réelles. Et je ne vais pas répéter tout ce qui était déjà dit. Il faut connaître bien le marché local. Il faut avoir des interlocuteurs, pas qui parlent français, mais qui connaissent le Mexique et qui connaissent l'importance des produits qu'on est en train de promouvoir. D'accord, merci Maria Rosa. Du coup, j'ai la deuxième question qui va se poser, c'est justement quels sont les dispositifs, je dirais pour une visibilité, mais une visibilité réciproque, parce que vous nous avez dit aussi bien pour y aller, il faut connaître le marché, que pour y aller, il faut aussi savoir se faire voir. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme dispositif pour avoir une visibilité certaines au-delà des frontières? Pour répondre à cette question, j'aimerais bien solliciter Stratexio, parce que l'air de rien, Stratexio, c'est un acteur de la croissance à l'international. Stéphanie, vous voulez intervenir? Oui, merci. Il y a différents dispositifs qui existent, que ce soit, alors si on veut passer par les salons, il y a les pavillons France du Business France, par exemple. Il y a aussi le réseau des CCE qui sont sur place et qui peuvent aussi accompagner les dirigeants pour décoder, on va dire, les réseaux locaux ou voir avoir des contacts de grande qualité. Après, il y a évidemment les chambres de commerce locales qui vont aussi accompagner et pouvoir aider l'entreprise à se rendre visible aussi sur le territoire. Il y a les réseaux privés aussi, les OSCI qui sont sur place. Enfin, il y a tout un panel d'accompagnement, d'accompagnateurs, on va dire, d'entreprises à l'international qui sont présents dans les pays, dans le monde entier. Évidemment, un des réseaux incontournables, c'est aussi les ambassades de France et les réseaux consulaires. Donc, bon, c'est pas ce qui manque, on va dire. Après, il faut aller au contact, faire de la relation et puis travailler et puis se déplacer. Je pense que c'est quand même fondamental. Je pense que les dirigeants qui sont présents le diront. Il faut se rendre disponible pour évidemment aller à la rencontre de ces interlocuteurs locaux et être de même niveau en fait avec ses futurs partenaires ou ses futurs clients ou fournisseurs.
D'accord. Merci Stéphanie. Sabrina, un avocat, quand on veut partir comme ça à l'international et qu'on a besoin de visibilité, vous avez des sources d'informations ou un groupe là, pour nous donner un petit peu d'infos ou de sujets pour ne pas y aller comme ça tout seul? Alors, très sincèrement, nous, quand on vient me voir, bon, du coup, généralement, on vient me voir forcément pour l'aspect juridique, il n'y a pas un grand mystère. Souvent, moi, je travaille avec des confrères qui sont sur place. Voilà, alors, moi, je fais un audit à mon niveau. Après, un confrère qui est sur place, il connaîtra des subtilités que moi, je n'aurais peut-être pas perçues par rapport à notre réglementation française. Et l'idée, c'est vraiment d'être en partenariat avec un confrère local qui, lui, connaît très bien sa réglementation pour voir comment on peut nous s'imbriquer. Et on en revient au même sujet juridique de canal de diffusion, c'est-à-dire sur quelle structure je peux m'implanter pour avoir une belle visibilité sur place. Tout en respectant la réglementation et sans que ce soit trop lourd non plus pour l'entreprise, puisqu'il y a certaines structures juridiques qui sont très, très lourdes à mettre en place, très onéreuses et qui deviennent très complexes. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'implanter, avoir une visibilité sur place tout en respectant la réglementation et que ce soit accessible pour une entreprise et conforme à ses projets. Donc, c'est pour ça qu'en général, on est en partenariat et en discussion avec des confrères locaux qui vont être en mesure, eux, de m'apporter les subtilités et qui sont du coup au cœur de l'économie de leur pays. En fait, c'est ça l'intérêt pour qu'on puisse jongler tout cet aspect économique et juridique. Luc, dis-moi, quand tu es parti, toi, parce que je te laisse la primeur de dire où tu es parti et avec qui tu travailles, tu t'es servi de relais locaux ou comment tu as fait pour justement avoir de la visibilité et être visible sur tes marchés? Alors, bon, déjà, il y a tous les réseaux sociaux, c'est important. Je crois qu'il faut bien utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Ce n'est pas toujours simple. Je vais donner 2 exemples. Aux États-Unis, tout ce qui est réseau social, tout ce qui est multimédia fonctionne relativement bien et on n'a pas besoin de beaucoup de se déplacer pour aller voir les clients. On travaille beaucoup via Internet et je veux dire que c'est assez efficace. Donc ça, c'est la première chose. Si on prend par exemple un marché chinois, il n'y a pas de règles. Quand je dis il n'y a pas de règles, d'abord, il n'y a pas de droit commercial. Donc ça, c'est un gros problème. Et il vaut mieux aller en face à face. Donc quand on veut négocier avec un Chinois, il vaut mieux aller visiter parce qu'ils ont toujours une propension à améliorer les choses, à les enjoliver. Comme dit Pagnol, je ne suis pas en train de mentir, je suis en train d'enjoliver. Donc, voilà, on peut avoir affaire à une toute petite structure et puis quand on l'a au téléphone, on a l'impression que c'est un mastodonte, une multinationale. Donc, il faut bien se méfier et je crois qu'effectivement, il y a certains pays où le contact est privilégié. Donc, ça veut dire que quand on se déplace, ça coûte de l'argent. Donc, l'un des nerfs du développement international, c'est avoir de l'argent. Et tout à l'heure, je le disais en préambule, c'est avoir des contacts locaux qui permettent d'aller vite, de bien se comprendre. Et si on a confiance, on peut aller très, très vite. On n'a pas besoin de beaucoup se déplacer. Plus on a de contacts locaux, plus on est représenté, plus on est efficace et plus on peut être performant en termes de rentabilité. Donc, c'est vraiment là-dessus que nous, on a mis l'accent. On a, tout à l'heure, je disais, plus de 50 représentations mondiales. C'est bien définir avec son partenaire les objectifs que l'on veut atteindre ensemble. On ne peut pas avoir des objectifs perso s'ils ne sont pas partagés par le gars qui nous représente sur place. Il faut bien comprendre, lui, sa structure telle qu'il a, les moyens financiers également qu'il a, et se donner plutôt des objectifs sans qu'ils soient trop ambitieux, sans qu'ils soient trop light, pour pouvoir y parvenir, parce que c'est vraiment ce rapport de confiance qui va faire qu'on va pouvoir progresser. Donc, choisir son partenaire, partager les mêmes objectifs et s'adapter en fonction des moyens financiers des uns des autres. Parce que le partenaire, il a l'impression que nous, on a beaucoup d'argent. Quand on lui dit, je suis implanté partout dans le monde, il a l'impression qu'on a beaucoup d'argent. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on fait avec les moyens du bord. Il faut bien comprendre que lui aussi, il n'a peut-être pas les moyens du développement que nous, on ambitionne. Donc, c'est être capable de s'adapter. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que nous, on a mis l'accent. C'est le pragmatisme et la compréhension des uns et des autres pour pouvoir avancer. Et alors, du coup, tu parles de relations humaines. Est-ce que ça veut dire que pour aller à l'international, le mieux, ce n'est pas de s'adjoindre les services de quelqu'un qui l'a déjà fait?
Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais c'est évident. À partir du moment où on a une connaissance du développement à l'international, on gagne du temps. Tout à l'heure, Stéphanie le disait, si on veut avancer, il faut se baser soit sur des structures locales qui existent, qui connaissent bien le marché. D'ailleurs, même Rosa l'a dit, hein, si on va aller au Mexique, il vaut mieux utiliser quelqu'un qui connaît parfaitement le Mexique. Plus on a de connaissances, plus on va être efficace et rapide va être le retour sur investissement. Si on y va à la fleur au fusil en se disant, bah, tiens, je vais aller par exemple en Arabie Saoudite me développer parce que le marché il est important et que globalement il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a de l'argent, mais qu'on ne connaît pas les habitudes du marché saoudien, on a plus de chances de se planter que de réussir. Donc il vaut mieux s'associer avec quelqu'un qui connaît parfaitement le marché ou embaucher quelqu'un qui connaît 2 ou 3 marchés spécifiquement pour avancer. On sera plus rationnel, on sera plus efficace et puis surtout, on va utiliser les relais locaux de manière beaucoup plus rapide. Donc, oui, c'est important. Soit un partenaire local avec lequel on contractualise, soit effectivement on embauche quelqu'un qui connaît déjà un marché cible et à ce moment-là, on avance ensemble. D'accord. Et Emmanuel, juste oui, si je peux me permettre, vas-y, Benjamin. oui. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, non, me venait à l'idée une réflexion. Le développement international n'est pas si simple et ça engage quand même beaucoup de femmes et d'hommes, beaucoup de ressources humaines avec des compétences et des connaissances qui sont nécessaires. Me venait à l'idée de me dire, est-ce qu'une entreprise qui veut se développer à l'international, est-ce qu'aujourd'hui, elle ne devrait pas d'abord miser sur des places de marché électroniques, sur du commerce en ligne, qui serait peut-être une première étape pour commencer un peu à sonder le marché, voir comment les consommateurs réagissent, peut-être en passant aussi par une certaine communication sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui pourrait éviter, parce qu'on en parle beaucoup des ressources, etc., mais on a quand même des TPE qui n'ont pas forcément, j'ai envie de dire, le même dimensionnement financier en termes de ressources humaines et qui ont envie aussi de s'exporter à l'international. Et je me dis que peut-être que une première étape serait du commerce en ligne, en sachant que beaucoup d'entreprises, et on l'a vu pendant la crise, n'étaient pas sur des places de marché ou n'avaient pas leur propre place de marché en ligne. Je sais qu'il y a eu des dispositifs, on avait déjà parlé sur d'anciens ateliers qui ont aidé à cela, mais tout en sachant aussi qu'une entreprise n'est pas obligée, j'ai envie de dire, d'avoir sa propre vitrine. Elle peut utiliser des places de marché qui sont partagées. On a des grandes enseignes, je ne vais pas forcément les citer pour faire de la publicité, mais des grandes enseignes qui mettent à disposition. Et du coup, on se retrouve comme un fournisseur de rang 1, voire de rang 2, sur certaines places de marché en ligne. Voilà, donc je me faisais cette réflexion en me disant que peut-être que toutes les entreprises peuvent le faire. Ça demande des ressources humaines et financières et on peut y pallier, quelle que soit la dimension et la taille de son entreprise, par passer d'abord par un canal de commerce électronique, de commerce en ligne. Voilà, c'était une réflexion personnelle que je me faisais. Merci Benjamin. Mais du coup, je me tourne vers nos ambassadeurs. Haroun, quand demain je prends contact avec toi en disant bonjour, j'aimerais bien exporter chez vous ou avoir des partenariats, est-ce que vous faites de la mise en relation avec soit des entrepreneurs français déjà installés chez vous ou bien au contraire des partenaires potentiels économiques de manière à nous faire économiser énormément de temps parce que chacun sait quand on entreprend que le temps, c'est de l'argent. Oui, tout à fait. Donc déjà, il faut savoir que la France, c'est le 3e marché pour les produits mauriciens, et la France est aussi donc notre 4e marché, donc pays fournisseur donc à Maurice. Donc les relations commerciales sont effectivement très importantes. Donc on va dire dans l'ordre, effectivement, la première chose qu'on regarde, c'est on va dire la partie institutionnelle. Quand je dis la partie institutionnelle, ça peut être institutionnel au niveau de l'État, donc s'il y a des agences économiques, de développement économique, des agences de promotion, etc. Selon les pays, ça peut différer. Donc en l'occurrence, en ce qui nous concerne, donc nous, on a une agence de développement économique et de promotion économique qui est l'Economic Development Board, l'EDB de Maurice.
Donc, le siège est à Maurice et on a différents bureaux donc à l'étranger. Donc, moi, je suis présent à l'ambassade de Maurice. Donc, c'est un peu comme la mission économique française, mais là, c'est pour Maurice. Et effectivement, il y a tout un ensemble de services qu'on offre. Ça part du conseil, ça part de la mise en relation, ça concerne aussi l'organisation de missions sur place. C'est aussi par rapport à aider l'entrepreneur à bien pénétrer le marché, à trouver les bons canaux sur la partie déjà juridique, sur la partie fiscale, sur la partie administrative, sur le process. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que nous, tous nos conseils sont parfaitement gratuits. Et donc, on intervient en amont du process, c'est-à-dire on aide vraiment l'entrepreneur à préparer, à organiser son projet s'il souhaite se développer sur Maurice. Et puis après, pour la partie opérationnelle, là, ce sont les professionnels qui interviennent. Donc, ça peut être des conseils, des cabinets d'avocats, ça peut être des sociétés spécialisées de consulting, comme Price, EY, etc. Il y en a toutes sortes. Donc, à partir de là, la personne peut réaliser son projet. Mais pour revenir à l'institutionnel aussi, c'est important de regarder aussi quelles sont les entités qui sont présentes. Et à Maurice, il faut savoir qu'il y a une ambassade de Maurice, il y a une ambassade de l'Union européenne, donc aussi présente. Il y a aussi différentes on va dire, organisations. Par exemple, pour le financement, vous retrouvez l'AFD qui est présente à Maurice, l'Agence française de développement. Vous retrouverez aussi la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice, la CCIFM. La CCIFM, c'est intéressant parce que à la base, c'était une association des entrepreneurs français installés à Maurice, qui sont mis en association et qui est aujourd'hui devenue une chambre de commerce donc France-Maurice. Donc, qui est intéressant aussi, qui offre un certain nombre de services. Il y a aussi les entrepreneurs français qui sont installés donc dans différents domaines. Et donc, nous, on facilite ces mises en relation et l'implantation de ces sociétés. Donc, tout dépend après, évidemment, du projet, de ce que souhaite faire la personne, mais c'est important de rechercher ces relais éventuellement au niveau de l'international. Et puis, une dernière chose, au niveau de la réalisation sur le terrain, Maurice a fait le choix donc de simplifier, mais vraiment autant que possible les choses, d'éliminer les obstacles pour les entrepreneurs. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, dans beaucoup de pays, on impose, par exemple, d'avoir un partenaire local. Si vous vous implantez dans le pays. À Maurice, ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez vous créer une entreprise, vous pouvez créer une entreprise 100% actionnariat étranger. Vous n'avez pas besoin de partenaire local. Parce que dans certains pays, ça peut être un avantage, comme ça peut devenir aussi un inconvénient selon ce que vous faites. Si vous êtes, on va dire, dans des secteurs un peu, on va dire, sensibles d'un point de vue de recherche ou de brevet ou autre. Donc, on connaît la notion d'intelligence économique comme on dit communément. Donc, c'est des choses à voir. Donc, on a simplifié ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un partenaire local. La création d'entreprise aussi, il ne faut pas oublier que ça, c'est le premier élément, donc créer une entreprise. Alors, comment créer une entreprise? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Les statuts, etc. Donc là aussi, pareil, on a fait en sorte que les choses soient très simples, très rapides. Si vous voulez créer une entreprise de type SARL à Maurice, c'est très rapide, c'est peu coûteux. Donc voilà. Alors, tout ça sont des éléments. Le climat des affaires, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut bien regarder. On peut se faire aider, on peut le faire tout seul, on peut passer par des agences officielles donc, de développement économique du pays. Voilà, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs opportunités, mais ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes là vraiment pour les accompagner sur tout le process. D'accord, merci beaucoup. Et le Mexique, alors si je veux exporter au Mexique, il y a moyen d'avoir un contact ou mieux un mentor, je vais y arriver, local? Maria Rosa? Maria Rosa? Oui, il n'y avait pas un level. Oui, effectivement, il y a un accompagnement. Et autant l'ambassade de France au Mexique, elle est très active. La CCI, il faut voir que la CCI existe depuis la fin du 19e siècle. Donc, ça date de très longtemps.
Il y a des entreprises comme Alstom qui sont là aussi depuis 50 ans. Donc, il y a un bon réseau local très, très important. Il ne faut pas oublier aussi que certaines entreprises de CAC 40 à l'étranger, ils mettent à la disposition des locaux pour les petites entreprises qui cherchent à faire le scouting sur place. C'est un accord que, bon, je sais qu'il y a certaines entreprises, je ne sais pas si toutes les entreprises de CAC 40, mais je connais plusieurs qui effectivement ils le font. Et spécifiquement Total. Total, c'était comment ça s'appelle? Bombardier, non. Bon, Total le fait et des autres entreprises de CAC 40, ils le font aussi. Comme je vous dis, il y a une très forte présence française depuis fin 19e siècle qui se sont commencées à instaurer. Des entreprises françaises, italiennes et allemandes. Donc, il y a tout un réseau international très important où vraiment c'est main dans la main qui se suivent les aides. Il y a il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent au Mexique françaises parce qu'ils sont avec l'accord avec l'ancien ALENA et l'actuel TEMEC, ils ont l'accès au marché américain et canadien. C'est au traité de libre-échange. Donc, c'est relativement facile. Il y a quelques chiffres. Le marché, les échanges entre la France et le Mexique ont doublé les 20 dernières années. Donc, c'est un point positif. Et même avec actuellement le Covid qui a baissé de 5% en 2020, c'est une bonne performance. On est assez ouverte avec tous les traités qui s'utilisent actuellement. D'accord. Merci beaucoup, Maria Rosa. Mais aujourd'hui, et je vais rebondir sur Stéphanie avec Stratexio, aujourd'hui, la BPI a mis énormément de moyens. On a par exemple l'assurance prospection qui va prendre en charge une partie du risque export. On va avoir aussi des VIE, donc des personnes débutantes sur le marché de l'emploi qu'on va pouvoir comme ça placer dans des pays étrangers et dont une partie du salaire, une grosse partie du salaire est pris en charge et ainsi piloté par la BPI. On va également avoir des chèques export, etc., qui sont développés et des formations qu'on accompagne, que la BPI accompagne sur l'export, notamment un accélérateur export dont j'ai le plaisir de faire partie. Mais justement, vous, à Stratexio, est-ce que vous avez une action pour qu'on se sente un petit peu moins seul quand on débarque de l'aéroport, entre guillemets, et qu'on veut partir à l'international? Oui. Alors, c'est vrai que la BPI a récupéré un peu tout le volet COFAS public anciennement. Hein. Donc, les sujets de financement, évidemment, sont incontournables. Il y a aussi un des leviers qui est très intéressant, qui est le crédit acheteur, hein, parce que dans certains pays, c'est tellement compliqué de se faire payer que le crédit acheteur, c'est vraiment une des solutions qui nous manquait, en tout cas face à la concurrence étrangère qui arrive avec des enveloppes de financement beaucoup plus souples quelquefois. Je parle notamment de concurrents allemands ou danois, par exemple, hein, sur certains marchés. Mais ce n'était pas le sujet de la question, c'était pas l'objet de la question. Alors nous, ce qu'on favorise véritablement, c'est la connexion entre pairs. Hein. C'est-à-dire qu'on fait jouer en fait, le réseau, les dirigeants, on les interconnecte entre eux, et donc ils peuvent se partager à la fois les contacts qu'ils ont sur certains pays et puis l'expérience qu'ils ont sur ces zones-là, voire leur carnet d'adresses. Ils ouvrent en fait les relais d'entrée sur les marchés, ce qui fait que, évidemment, le dirigeant qui débarque sur un nouveau marché pour lui, il a déjà quelques liens et quelques repères grâce à ces pairs qui ont déjà ouvert ces marchés-là, par exemple. Et puis, on fait jouer également tout le réseau et l'écosystème public, et que ce soit les services de douane, que ce soit, je vous en parlais tout à l'heure, hein, le ministère des Affaires étrangères avec les réseaux locaux, et puis
tout ce qui peut en fait faciliter et lever les points de blocage en fait d'entrée sur les marchés, ou en tout cas décoder, on va dire, l'attractivité des zones par l'intermédiaire de l'ensemble des acteurs qui sont en capacité d'accompagner les entreprises sur ces territoires-là. Je veux dire que le levier, vraiment, le meilleur levier, en fait, c'est de partager l'expérience de ses pairs sur ces zones-là pour pouvoir gagner du temps, limiter les risques, éviter les erreurs qui ont été commises par ailleurs, et donc être plus performant et efficace. D'accord, ok. Mais je comprends pas. Alors, si c'est aussi génial, si c'est aussi simple, si on est aussi accompagné, si on est aussi aidé, aimé pour exporter, passez-moi l'expression, mais pourquoi on ne le fait pas? C'est quoi le risque? Pourquoi il y a des difficultés? Benjamin, toi, ta grosse boîte, pourquoi vous ne faites pas plus d'exports? Pourquoi vous n'êtes pas présent dans tous les pays du monde? Parce que il y a plusieurs raisons, mais tout à l'heure, moi, j'ai cité les États-Unis et la Chine. Bon, sans faire de polémique, ça reste des marchés quand même très, très protégés, très protecteurs. Et on arrive sur d'abord des marchés intérieurs qui se suffisent. On arrive aussi avec toute une histoire des acteurs présents et avec aussi des stratégies locales. On sait qu'aussi, quand on fait ça, on s'engage quelque part à protéger aussi un certain savoir-faire. Et quand vous arrivez sur certains marchés qui sont dans lequel existe un certain protectionnisme et dans lequel existe aussi une envie dans un partenariat de récupérer un certain nombre de savoir-faire, c'est des marchés extrêmement compliqués. Et voilà, après, on a cité ces marchés-là. Il y a d'autres marchés à citer. Je crois que d'ailleurs en Europe, je fais une petite parenthèse intéressante, enfin, selon moi, en Europe, je pense qu'on oublie, ça a été dit tout à l'heure, le continent africain. Je pense que pour l'Europe, le premier relais de développement économique, développement international, c'est le continent africain. Et je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être trop ce réflexe de vouloir aller sur le continent américain ou sur le continent asiatique, qui sont des continents pas simples, d'abord sur le plan culturel. Ensuite, comme je disais, il y a un certain protectionnisme qui existe, et peut-être qu'il faut recalibrer sa stratégie, peut-être passer par, comme on a dit tout à l'heure, peut-être que le marché africain peut être un relais, mais moi je pense que néanmoins c'est le premier acteur avec qui il faut travailler aujourd'hui en Europe. Voilà, et ensuite vous arrivez sur différents marchés où il existe déjà des acteurs présents, et il faut ensuite amener le consommateur à avoir un autre réflexe que d'acheter sur des marques locales. Et ça, il y a tout un travail à faire auprès des consommateurs, sauf si après, on a un produit niche ou on a un produit à forte valeur ajoutée technologique ou autre, je ne sais pas, ou gastronomique par exemple, mais honnêtement, rien n'est incopiable. Il y a des techniques, il y a peut-être un savoir-faire, mais rien ne l'est. Donc, quand aujourd'hui on va sur des gros marchés, même si on est aidé, on l'a vu, effectivement, tout le monde l'a dit, il y a des structures qui nous accompagnent. Ouais, c'est pas si simple que ça. Et cet accompagnement aussi auprès du consommateur dans le réflexe qu'il peut avoir, ou alors se dire dès l'amont, bah moi je vais aller attaquer 1% du marché. Par exemple, ça peut être aussi une idée, un objectif. Mais venir sur un marché en disant les gars, je suis accompagné, je suis le roi du pétrole et je vais y arriver parce que ça marche chez moi, c'est pas à mon avis le bon réflexe. Donc quand on fait ça, je pense qu'il faut à nouveau bien réfléchir sur le premier marché qu'on veut cibler. Et il y a des marchés, ouais, beaucoup plus difficiles que d'autres. Et soyons clairs, continent américain, continent asiatique, c'est pas du tout facile de percer là-bas. Et il faut une stratégie, mais on a l'obligation aussi d'avoir un partenaire, mais bien réétudier ces stratégies. Et je pense qu'honnêtement, il y a beaucoup de marchés, en dehors du marché américain et du marché asiatique, qu'il faut travailler. Et il y a d'autres partenaires qu'il faut identifier et pas avoir forcément ce réflexe américain ou asiatique. Voilà. Justement, Luc, toi, tu fais que les États-Unis et la Chine, ou au contraire, tu vas viser d'autres marchés moins hyper concurrentiels pour asseoir déjà ta stratégie internationale? Comment tu fais?
Ouais, attends, bouge pas. Ouais, effectivement, mon micro est branché. Non, moi, je suis présent partout. Et effectivement, je vais reprendre ce que disait Benjamin. On vient de signer des accords sur l'Afrique. Donc, le Nigeria, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso. Et on est descendu même jusqu'au Zimbabwe. Par contre, il faut y aller prudemment parce que il y a deux choses qui sont importantes. Un, c'est d'abord le transfert de technologie. Il faut être très prudent par rapport à ça parce qu'on a vite fait de créer un concurrent local sans qu'on s'en rende compte. Donc, le transfert de technologie, il faut être bien prudent et savoir ce que l'on peut transférer. Soit on transfère quelque chose qui est déjà un peu obsolète parce qu'on a le N+1 ou le N+2 de produits qui va permettre de maintenir toujours une différenciation par rapport aux produits actuels, soit on ne l'a pas et à ce moment-là, surtout pas de transfert de technologie. Le deuxième aspect, quand on va aller dans certains pays, je ne vais pas dire qu'il y a des barbouzes, mais il y a beaucoup plus de gens qui vont essayer de vous piquer de l'argent que des gens qui vont envie de vous en faire gagner. Et là, malheureusement, en Afrique, on a un petit peu ce genre de choses. On a des gens qui promettent beaucoup de choses, mais qui viennent pour prendre de l'argent parce qu'ils vendent des introductions politiques, ils vendent des connaissances, ils vendent un carnet d'adresses qui bien souvent est complètement fictif et n'existe pas. Donc, il faut bien y aller prudemment. Moi, je vais vous donner un exemple sur l'Afrique. J'ai tout de suite demandé à ceux qu'il y ait un investissement de la part du partenaire pour bien marquer sa volonté d'y aller. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, tu vas avoir l'exclusivité ou tu vas avoir un contrat de franchise. Il y a un fee, c'est ce que j'appelle une porte d'entrée. C'est 25, 30 000 euros, mais tu mets 25 000 euros pour pouvoir nous représenter dans le panier. Et automatiquement, on voit si le gars a envie d'y aller ou pas. Parce que s'il ne met rien, il n'a aucun risque, lui. Et il va vouloir spolier un certain nombre d'informations, il va vouloir phagocyter la démarche commerciale à son profit, et globalement, on va être perdant, et on va perdre du temps. Donc moi, ce que j'ai dit, sur certains pays où je n'ai pas trop de confiance, ou alors où le droit commercial, comme en Chine, n'existe pas, c'est de dire, tu mets un ticket d'entrée, et ce ticket d'entrée est un engagement fort de la part du partenaire avec lequel on veut se développer. Voilà. Il y a un point sur lequel on n'a pas du tout parlé, et si tu me permets, j'ouvre une parenthèse, je la referme très très vite, mais je pense que c'est essentiel. Ne faites pas confiance au niveau du paiement. Demandez un paiement avant de livrer la marchandise, je crois que c'est important. Il faut vraiment exiger. Moi, je travaille ex-works. Souvent, il y a des gens qui m'ont demandé de travailler delivery and duty paid. Donc, je prenais tous les risques jusqu'à la livraison du produit et j'étais soi-disant payé après. On crée des litiges, on crée des difficultés pour être payé, on crée des frais financiers. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, c'est j'exige le paiement ex-works, ça veut dire départ usine. Et tant que le client ne m'a pas payé départ usine, je ne livre pas la marchandise. Après, s'il y a des problèmes, parce qu'il peut y en avoir de livraison, des problèmes de qualité, etc., je suis là parce que c'est aussi être professionnel, c'est répondre présent quand on a une difficulté sur du SAB. Voilà. Et ça permet de renforcer les choses et surtout de ne pas perdre d'argent. Donc, une règle absolue, faites-vous payer avant même de livrer. Alors justement, Sabrina, les avocats, c'est fait pour ça, non? C'est être payé quand on n'arrive pas à être payé, ou c'est pareil qu'en France, il y a des moments, même si on a bien bossé, on n'est pas payé? Alors, en fait, ce que vient de dire Luc est un superbe exemple de ce que j'ai dit au début sur penchez-vous sur les modalités de paiement et les délais de paiement et ce qui peut s'appliquer, ce que vous pouvez mettre en place. Parce qu'effectivement, pour ce genre de choses, il faut être payé avant, puisque sinon, après, c'est vraiment la croix et la bannière pour aller récupérer son argent, puisque surtout dans des pays où… Parce que depuis tout à l'heure, je parle de réglementation, mais on peut parler de non-réglementation aussi. Effectivement, il y a certains pays où c'était un très bel exemple que Luc vient de nous donner, que sur lesquels on va avoir aucune réglementation, mais ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment, je reviens, c'était très intéressant cet exemple, puisqu'effectivement, on en revient sur l'audit réglementaire et sur ces questions qu'il faut se poser dans le cadre de ces opérations d'exportation. Ensuite, en termes de freins, alors là, toujours avec ma casquette juridique qui ne me quitte bien évidemment jamais, effectivement, on peut avoir donc une réglementation trop lourde ou pas de réglementation, parce qu'il faut aussi le souligner, quelque chose qui est tout à fait en contradiction avec notre réglementation française, et si on n'est pas déjà bien assis sur notre réglementation française, on peut avoir quelques difficultés à envisager une exportation, d'accord, ça peut jouer. Une fiscalité aussi qui peut devenir un peu plus lourde, voire beaucoup plus lourde avec certains pays, ça, faut vraiment anticiper. Et ensuite, le dernier frein, il est vraiment, enfin, le dernier frein, celui que moi j'identifie, il est vraiment celui de l'implantation de la société qui peut devenir très complexe juridiquement en fonction de certains pays. Voilà, mais superbe exemple des modalités de paiement parce que ça illustre vraiment dans la pratique ce que j'avais dit au début.
La question que j'ai envie de vous poser maintenant, parce que forcément, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu poil à gratter parfois, si j'ai bien compris, il faut être super prudent avant d'y aller pour tout bien cadrer, faire attention à tout, mais il y a des fois où la situation du pays peut aussi évoluer, donc il faut s'attacher à la stabilité politique du pays. Je prends par exemple une ancienne colonie française, à savoir l'Angleterre, puisque c'était une colonie en l'an 600, qui aujourd'hui, avec le Brexit, nous a un peu plantés. Et du coup, on se retrouve aussi avec des règles d'export qui changent. Et donc, bah, peut-être que pour nous, les Français, quand on exportait là-bas, des règles peuvent changer. N'est-ce pas, Stéphanie? Hop, pardon, j'ouvre mon micro. Oui, oui, bah, bien sûr, on prend l'exemple du Brexit, mais il y en a tout autant autour, les pays d'Afrique notamment, et l'instabilité politique voilà, qui sont régulières, hein. Ça fait partie, on va dire, du jeu de l'économie internationale, de toute façon, et puis de devoir s'adapter, être agile, rebondir. Mais on sait que ça fait partie des risques, de toute façon, du développement international, que cette instabilité et ces risques géopolitiques, c'est monnaie courante, on va dire, quand on parle international. D'où l'importance de s'assurer, de prévoir justement en amont, et puis d'être en capacité de se retirer du marché rapidement, de protéger ses salariés quand ils se déplacent là-bas. Enfin, il y a aussi tout un arsenal, on va dire, d'outils qui sont disponibles pour prévenir, hein, même si évidemment on ne pourra jamais tout prévoir, hein, ça c'est certain. Ça fait partie malheureusement de la vie économique de toute façon aujourd'hui, et puis de tout temps, hein. Enfin, je pense que c'est pas juste actuel, hein, on l'a rappelé. D'accord. Ben, j'en profite aussi pour souligner que dans le cadre du VIE, lorsque vous utilisez des VIE à l'international pour vous développer, c'est la BPI en fait qui est entre guillemets l'employeur du VIE et donc qui assure notamment son rapatriement en cas de mouvements politiques ou d'instabilité trop forte. Ils assurent la sécurité des gens et ça, c'est important de le préciser et de le rappeler. Mais bon, après s'être fait un petit peu peur avec tout ça et en conclusion du débat, je vais tous vous laisser la parole pour… et Luc, tu finiras le débat sur est-ce que l'international, c'est une opportunité, une obligation ou une évidence pour une PME française. Et bah, j'ai envie de commencer par toi, Stéphanie, sur Stratexio, qui a l'habitude d'accompagner les PME françaises. Bah, moi, j'ai envie de dire que c'est de toute façon un levier de croissance, hein. Enfin, aujourd'hui, c'est évident, c'est un levier de croissance pour les entreprises qui doit rester un projet, hein, de toute façon, un projet porté c'est par le dirigeant et par l'entreprise elle-même qui, on le sait, ouvre ouvre de la croissance pour l'entreprise, de la mobilisation, voilà, des projets aussi sur lesquels on peut embarquer toutes ces équipes. Et puis, faut rappeler, ça reste souvent un élément de fierté aussi, hein, pour le personnel de l'entreprise, que de se dire bah, le produit que je fabrique au fin fond de la Vendée, et il est distribué jusqu'en Australie, ou il va au fond du Brésil, dans les provinces du Brésil. Voilà, ça reste aussi une fierté. Et puis, il faut que voilà, on essaie de lever toutes les barrières psychologiques en fait, et techniques, hein, en se préparant, comme je le disais tout au démarrage, pour embarquer dans cette aventure de développement international le maximum d'entreprises. Enfin, il faut y aller, quoi. Enfin, je pense qu'il faut se jeter à l'eau, mais en même temps, ça doit rester un projet encadré, préparé et sécurisé surtout, quoi. D'accord. Qu'en pense l'avocate au niveau des sociétés qu'elle a accompagnées aujourd'hui sur l'international? C'est une opportunité, c'est un passage obligé? Alors, moi, je pense que c'est un outil. C'est un outil que peut utiliser une entreprise qui peut, du coup, devenir une belle opportunité, à la condition, à mon sens, hein, d'avoir déjà une belle assise en France, une belle solidité en France et une conformité à la réglementation française qui est déjà tout à fait bien cadrée. Alors, je ne vais pas parler de fluidité parce qu'on a toujours des difficultés à être fluide totalement en droit français, mais que voilà, tout soit bien bordé, qu'il y ait une vraie assise pour qu'on puisse utiliser cet outil de développement. Voilà, je trouvais que c'était un beau terme, c'est un outil à la disposition des entreprises. Merci beaucoup. Merci. Maria De Rosa, l'international, alors pour vous, c'est une opportunité ou c'est un lien logique pour les entreprises françaises d'aller exporter au Mexique et d'aller s'adresser au marché mexicain? Bon, déjà, comme disait Sabrina, il faut… Ça ne s'entend pas? Ouais, tiens.
c'est bon. Et comme disait Sabrina, le plus important, c'est la maturité de l'entreprise. Une fois que l'entreprise est à un certain niveau en France, oui, c'est possible d'envisager l'international. Il ne faut pas avoir très peur, parce que comme ils disent, le réseau BPI, ambassade de France, CCI à l'international sont très présentes. Donc, il y a vraiment un accompagnement global de tous les... Il y a beaucoup d'entreprises qui font l'accompagnement, donc il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup d'aide, il y a un réseau très important. Donc, d'un côté, il y a ça. Mais pas oublier, évidemment, la préparation. Si on se prépare correctement, il n'a pas raison de ne pas avoir de problèmes. Il n'a pas raison d'avoir des problèmes à l'international. Donc, c'est question de bien se préparer, d'être à l'écoute. Et comme se disait tout à l'heure, la Grande-Bretagne, c'était un sacré coup pour beaucoup de monde. Mais il ne faut pas oublier aussi les États-Unis. Les États-Unis, avec l'ancien président aussi, ça fait un sacré coup. Les changements politiques, il faut regarder la partie géopolitique. Très important. Okay. Oui, enfin, le nouveau président, c'est quand même celui qui nous a torpillé nos sous-marins avec les Australiens. Donc, on ne l'aime pas non plus. Benjamin, l'international, alors, une obligation ou... Aujourd'hui, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un contexte de mondialisation. Donc moi, j'estime que le réflexe aujourd'hui, c'est qu'on monte une boîte, on a un projet, on doit avoir en tête dans la construction du projet qu'on a, forcément, un panel mondial de consommateurs. Donc ça veut dire que forcément, dans la construction du projet, on doit avoir le développement international. Maintenant, est-ce que c'est à prendre en compte dès le départ au lancement de l'entreprise? Non, je pense que c'est dans la construction qu'on doit prendre en compte qu'il y aura une phase de développement progressive, mais elle doit être prise en compte dans le projet. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, si on reste sur notre marché intérieur, je pense qu'on est petit joueur et je pense qu'on ne prend pas en compte la notion de mondialisation. Donc voilà, donc j'estime que ça se construit, mais par contre, après, sur un développement, il doit être progressif, ou alors on est en mode Big Bang, on a des reins solides, on a des soutiens financiers, on a des ressources humaines ou des partenaires, et puis quand on lance le produit, on le lance en même temps partout. Bon, après, je pense que c'est une possibilité qui n'est pas forcément ouverte à toutes les entreprises. Voilà, mais je pense qu'on construit un projet, on doit prendre en compte le développement international, mais il doit être progressif. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Haroun, pour vous, alors les entreprises françaises, il faut tous qu'on parte chez vous, voir ce que ça raconte tout de suite? Ou on attend d'être solide? Carrément, je crois que ce serait l'idéal, effectivement, et on vous attend. Non, mais clairement, l'international, c'est à la fois une obligation, c'est à la fois une évidence, et c'est à la fois une très grande opportunité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une question qui ne fait pas, c'est une réponse qui ne fait pas de doute. Et au niveau des opportunités, c'est clair, Benjamin avait mentionné l'Afrique tout à l'heure. C'est vrai qu'on voit, moi personnellement, je constate, je veux dire, une présence française plus dans les pays africains francophones. Et je pense que la barrière linguistique fait que les entreprises françaises sont un peu plus hésitantes à aller vers les pays africains anglophones. Et je pense que là, il y a un marché énorme, il y a un potentiel effectivement à développer. Donc, je commence à voir, on va dire, un certain intérêt maintenant, surtout au niveau institutionnel. Je vois Business France qui organise de plus en plus de missions, notamment sur l'Afrique du Sud, sur le Kenya, sur l'Ouganda, la Tanzanie, etc. Donc, il y a un très gros marché. Et troisième chose, il ne faut pas oublier, quand on parle de l'international, il n'y a pas que produits, il y a aussi services. Et aujourd'hui, les services, c'est quand même, on va dire,
la partie la plus importante dans le commerce international. Donc, il faut y penser. Et en France, je crois qu'il y a des entreprises absolument extraordinaires au niveau de services et qui peuvent toucher donc un certain nombre de marchés. Donc, il faut y aller. Certes, l'international, il y a des risques, mais il y a des risques partout. En France aussi, une entreprise fait face à beaucoup de risques. Donc, la question, tout le monde l'a dit, il faut être bien préparé, il faut être bien organisé, il faut être bien encadré, il faut être bien accompagné. Et puis après, voilà. Et donc, dernière chose pour conclure, il ne faut surtout pas oublier que l'international, c'est pas un modèle, il en existe plusieurs. Pensez aussi aux pays intermédiaires comme Maurice, plateforme, pont, passerelle. Mais l'international, clairement, ça doit être une stratégie dans toute entreprise aujourd'hui. D'accord, merci Héroun. Alors Luc, à toi le mot de la fin des intervenants. Ouais. Exporter, tu ne pouvais pas te contenter du Finistère, il fallait forcément que tu ailles voir ailleurs? Alors, moi, je vais être très pragmatique. En fait, je pourrais dire, en fonction du produit et du service, s'il est exportable, il faut le faire. Il faut le faire et l'international est une opportunité parce qu'effectivement, le produit peut répondre à une demande internationale. Si le produit est difficilement exportable parce que il coûte cher à l'export, il y a des taxes importantes, on n'a pas les compétences pour pouvoir l'exporter, il vaut mieux être fort chez soi que faible partout. Donc moi, je suis assez pragmatique. J'ai la chance d'avoir un produit qui est breveté, un produit qui est protégé, j'ai un produit sur lequel il n'y a pas de concurrence directe, parce que c'est d'autres natures de produits qui viennent nous concurrencer. Donc l'international s'imposait à moi. C'était plus qu'une opportunité, c'était devenu une évidence. Il fallait que le produit soit présent partout au niveau du monde pour pouvoir être connu et implanté. Donc, en ce qui me concerne, c'était l'évidence qui s'est imposée. Ce n'était pas une opportunité, ce n'était pas une obligation, l'évidence, tout simplement. Maintenant, je crois que l'international devient une évidence également quand on développe une start-up. On voit bien aujourd'hui, il y a un certain nombre de services qui sont développés dans l'informatique qui ne trouvent pas un marché en France. On va à l'international, on lève des fonds, on trouve un marché et on se développe beaucoup plus vite. Donc, il faut être vigilant et il faut regarder comment son produit ou son service peut répondre effectivement à un développement qui accompagne une levée de fonds, qui accompagne un développement produit parce que peut-être que la technique, elle est développée ailleurs et pas forcément sur son marché local. Donc, aller chercher la technicité qui se développe à l'extérieur pour pouvoir améliorer son produit. On voit bien un certain nombre de licornes aujourd'hui françaises qui sont développées d'abord aux États-Unis, qui sont implantées sur la Silicon Valley, qui ont levé beaucoup d'argent aux États-Unis et qui ont développé une idée en France, mais qui sont partis chercher le développement et les compétences aux États-Unis, parce que c'était là qu'était le marché. Donc, je crois qu'il faut à la fois être open mind, ça veut dire vraiment avoir les oreilles, les yeux, l'esprit ouvert, pour se dire où est-ce que j'ai plus de chances de réussir. Et si on répond à cette question par l'évidence, le marché, il est là-bas aux États-Unis, il est en Chine, il est en Inde, il faut y aller. Il ne faut pas avoir de retenue. Par contre, il faut bien se préparer. Je crois que Stéphanie avait raison dès le départ. Il faut s'entourer de bonnes compétences. Il faut avoir les moyens financiers, donc être capable de les lever rapidement si on ne les a pas. Et puis surtout, avoir soi-même, ancré au fond de son état de corps, son état d'esprit, cette volonté de se développer à l'international. C'est un gage de réussite. Si effectivement on a envie et qu'on a la capacité de le faire, il faut y aller. D'accord, merci beaucoup Luc, merci Héroun, Benjamin, Stéphanie et bien entendu Maria-Rosa et Sabrina, vous avez été géniaux comme d'hab. Si je comprends bien, pour finir, c'est la phrase que tout le monde dit depuis quelques années, mais c'est bien de la redire de temps en temps, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et donc du coup, surtout à l'international, si on veut aller loin, il va falloir s'entourer, sachant qu'on est dans un pays merveilleux, où on n'a pas de charge sociale, mais on a aussi et surtout des organismes qui sont là pour nous aider, nous accompagner et nous porter à l'international. Donc, si vous voulez entreprendre et développer votre PME, la transformer en ETI, utilisez un operating partner comme nous, par exemple. Et si vous voulez partir à l'international, utilisez des mentors et faites confiance à l'humain pour vous porter et pour aller encore plus loin. Sur ce, voilà, je pense qu'on a fini notre table ronde et je vais laisser la parole à Victorine qui va conclure elle aussi et nous parler de la prochaine intervention. Merci Victorine, à toi.
Merci à tous et merci à Emmanuel. Ben oui, je tiens du coup à remercier au nom de l'agence donc nos intervenants pour ce débat de qualité, notre animateur qui est toujours aussi dynamique et vous qui nous avez suivis sur Facebook et live, toujours aussi fidèles. Donc, on se retrouve le 25 novembre pour aborder la question des enjeux de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Je vous remercie encore une fois et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Au Bye bye revoir. à tous. Bye bye. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.